Bonjour. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de faire un petit rappel sur le cours de la semaine dernière, c'est-à-dire le rappel de la charge électrique et de la force de Coulomb. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je vous avais dit et que je vous avais parlé du syllabus qui serait le livre de Physique 2 de Henry Benson. Néanmoins, étant donné les difficultés voilà, du cours en distanciel, j'ai décidé de repartir sur l'ancien syllabus, donc celui de l'année passée, pour ceux qui le connaissent. Il est disponible sur Moodle. Néanmoins, cet ouvrage reste une référence vraiment très bien, et pour ceux qui voulaient se le procurer, il n'y a pas de souci, il vous aidera aussi dans votre étude de l'électricité pour la suite. Alors la première chose qu'on avait étudiée la semaine passée, c'est le fait qu'il existait des charges électriques, celles attirées par le verre, celles attirées par la soie, qu'on avait classifié ces charges de deux natures, et on avait vu qu'il existait juste deux types de charges, les positives et les négatives. Alors ça, c'est une convention qu'on a donnée, on aurait très bien pu les appeler autrement, mais on a décidé de les appeler positives et négatives. On a aussi défini que l'unité système international de la charge électrique était le coulomb. Le coulomb qui constitue une grosse quantité de charge électrostatique, puisque j'avais expliqué que la charge portée par la foudre était de plus ou moins 20 coulombs. Et donc, les charges qu'on utilisera dans les exercices ou bien qu'on pourrait créer à l'aide d'appareils tels qu'on voit sur les images ici, c'est-à-dire un générateur de 22 graves, sont de l'ordre du micro-coulomb, voire du nano-coulomb, ce qui est beaucoup plus petit évidemment que le coulomb. Je rappelle, micro 10-6, nano 10-9. On peut quantifier la charge électrique, c'est-à-dire qu'on peut définir la plus petite entité de charge visible, c'est celle de l'électron. Alors elle a été développée par l'expérience de Millikan, vous l'avez vu en chimie et j'en ai un petit peu parlé au cours, je ne reviendrai pas dessus. Mais en tout cas, Millikan a réussi à prouver, via son expérience avec des gouttelettes d'huile, que toutes les gouttelettes portaient une charge électrostatique, une charge électronique multiple d'un facteur, toujours le même, c'était la charge de l'électron, à savoir 1,602 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Pour respecter la neutralité des atomes, si l'électron porte une charge de 1,6 fois 10 moins 19, ça veut dire que le proton porte une charge équivalente à celle de l'électron. Attention tout de même que la masse de l'électron et la masse du proton ne sont pas les mêmes, puisque le proton est environ 1840 fois plus grande que celle de l'électron. Et donc il faudra bien faire attention quand on fait des exercices où on a des charges qui tombent ou qui sont maintenues dans l'air, puisque la gravité ne s'applique pas de la même façon sur un électron que sur un proton. On nous explique aussi que la charge totale d'un système isolé reste constante, donc ça veut dire que quand je prends un système de charge, par exemple si je prends un bout de verre et que je veux le frotter avec un chiffon, le bout de verre va se charger de manière électrostatique, mais on ne crée pas des charges. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrache des charges à un élément, ou on en prend à un autre, ou on en donne, mais on n'en crée pas. Alors on a l'exemple du NaCl, j'avais expliqué avec les liaisons ioniques et covalentes qui étaient des mises en commun d'électrons dans un cas et de l'attraction électrostatique dans l'autre. Et donc, si jamais je ne mets pas mon système à la Terre, donc c'est-à-dire si jamais je reste avec un système isolé, la charge totale de mon système est constante. Alors, les électrons possèdent des énergies. Okay, chaque électron, chaque position d'électron dans un atome possède une énergie. On avait expliqué ça à l'aide des nombres quantiques qui étaient au nombre de 4. Il y a un petit rappel de syllabus dans Moodle, avec une petite explication plus détaillée comme ce que j'avais donné en classe. Mais en gros, il faut savoir que les électrons ne se mettent pas n'importe où autour du noyau. Ils se mettent sur des bandes, okay, et ces bandes d'énergie, on le voit ici dans la petite infographie à droite, définissent des niveaux d'énergie croissants. Et donc certains électrons peuvent se placer sur la 1s, c'est-à-dire 2 électrons maximum. 2 électrons pourront se mettre aussi sur la 2s, etc. Et chaque électron placé sur sa bande va monter finalement l'énergie. Tout ça pour arriver à la dernière bande d'énergie de mon atome. C'est la dernière bande, c'est ce qu'on appelle la bande de valence. Et au-delà de la bande de valence, on retrouve ce qu'on appelle la bande de conduction. Entre ces deux bandes, on a une bande interdite, comme entre chaque bande, en tout cas plus bas. Mais elle est importante, cette bande qu'on appelle le gap, puisque c'est elle qui va déterminer si un élément est conducteur ou isolant. Puisque dans le cas d'un isolant, la bande de gap sera trop grande et les électrons ne pourront pas la franchir, et donc la bande de valence, les électrons seront bloqués dans la bande de valence et ne pourront pas aller en bande de conduction. Tandis que dans les conducteurs, bande de conduction et bande de valence sont plus ou moins confondues, et ainsi les électrons peuvent librement circuler et donc
conduire. Dans les semi-conducteurs, on a un effet un petit peu différent. Dans les semi-conducteurs, il faut savoir que ce sont des isolants, dans le sens où là, il y a une bande de gap qui existe, mais cette bande de gap est assez petite, ce qui fait qu'à la moindre excitation, donc ça pourrait être de la chaleur, de la lumière, un courant électrique, donc à la moindre petite excitation, les électrons vont avoir assez d'énergie pour franchir la bande de gap et ainsi passer de bande de valence en conduction. Tout ça nous a permis finalement d'arriver à l'expression de la loi de Coulomb. Et donc Coulomb, c'est un physicien français qui a démontré la force électrostatique qui existait entre deux charges. Alors on voit un peu sur le schéma qu'est-ce qu'il a fait. Il a pris une balance à torsion sur laquelle il a placé donc des charges. Ensuite il a joué un peu sur les paramètres et il s'est rendu compte que finalement la force, qu'il a évidemment appelée force de Coulomb, dépend du produit des charges, de l'inverse de la distance qui les sépare au carré et d'un facteur, toujours le même, qu'on appelle constante de Coulomb et qui vaut 9 fois 10 exposant 9. Alors Newton par mètre carré Coulomb au carré, ça c'est pour respecter la dimension des unités. Alors à noter aussi qu'on utilise le produit des charges, mais de manière en valeur absolue, puisqu'on ne s'intéressera pas si les charges sont positives ou négatives lors du calcul de la norme de la force, bien après lorsqu'on placera les vecteurs sur le dessin. Alors, la constante de Coulomb, donc, qui vaut 9 fois 10 exposant 9, vaut aussi un facteur qu'on appelle 1 sur 4 pi epsilon 0, avec epsilon 0, ce qu'on appelle la perméabilité du vide. Alors évidemment, si on ne travaille pas dans le vide, il faut prendre un autre epsilon. Néanmoins, l'epsilon relatif de l'air étant très très proche de 1, on considérera quand on travaille dans l'air qu'on travaille dans le vide, c'est pareil. On peut ensuite exprimer la loi de Coulomb sous forme vectorielle. Donc cette fois, le vecteur force de Coulomb. Alors qu'est-ce qui vaut le vecteur force de Coulomb? Il vaut la norme de la force de Coulomb, logique, multiplié par le vecteur unitaire ici que j'ai appelé UR. UR donne l'orientation de la force. Donc c'est-à-dire que c'est un vecteur qui n'intervient pas dans la norme, donc ne va pas augmenter la valeur de la force, mais en tout cas il va lui donner sa direction et son sens. Or un vecteur ne peut être caractérisé que par une norme, une force, donc une norme, un sens et une direction. Il faut les trois pour pouvoir être un vecteur. On n'oublie pas que le principe de superposition s'applique à la force de Coulomb. Alors quand on entend par principe de superposition, ça veut dire que lorsqu'on a une charge sur laquelle s'appliquent plusieurs forces, la force totale ou la résultante est la somme vectorielle des trois autres forces ici, puisque j'ai pris un exemple avec trois forces, ça pourrait être 4, 5, etc. Mais quand on entend la somme vectorielle, on entend bien la somme des composantes suivant chaque axe. Donc il va falloir placer un système orthonormé sur la charge qu'on étudie, définir des vecteurs unitaires aux axes x et y. Alors ici, je les ai appelés 1x et 1y. On pourrait les appeler i et j, ça dépend un peu des littératures. Et il faut décomposer les trois forces sur lesquelles qui s'exercent sur ma particule Q1, décomposer ça suivant les axes x et y, additionner toutes les composantes x ensemble, toutes les composantes y ensemble, et ainsi obtenir l'expression du vecteur résultant, comme montré ici en rouge. Alors on a une petite méthode de résolution des exercices sur la loi de Coulomb, donc c'est exactement ce que j'ai dit. On doit choisir un système d'axes orthonormés qui va être centré sur la particule qu'on étudie. On trace le diagramme des forces, donc c'est-à-dire toutes les forces qui s'appliquent sur cette particule. Alors on essaye de faire ça à l'échelle, hein, c'est plus sympa, de façon à avoir déjà une idée de ce vers quoi va tendre le résultat. Alors pour faire ça à l'échelle, il faut déjà avoir fait l'étape numéro 3, c'est-à-dire pour chaque force en calculer le module. Ensuite, il faut décomposer suivant les axes x et y. Alors là, pas de miracle, c'est le SOHCAHTOA. Additionner toutes les composantes x et toutes les composantes y ensemble, écrire l'équation de la force résultante et enfin déterminer le module de la force résultante. Il y a deux petits exercices ici, on en a fait un des deux en classe. Je vais résoudre le premier exercice dans une vidéo ultérieure de manière détaillée, de façon à ce que vous ayez la méthode complète pour résoudre n'importe quel type d'exercice avec la loi de Coulomb. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.